Franchement, c'est dingue quand on y pense, cette capacité presque infinie qu'on a tous à se fabriquer un masque. On le polit chaque matin devant le miroir, on l'ajuste méticuleusement, juste pour survivre à la journée qui nous attend. Genre, on s'invente des rôles, on sourit quand la situation l'exige, on compartimente nos angoisses. C'est de l'ingénierie sociale de survie à l'état pur. Ouais, et c'est un mécanisme de défense absolument universel en fait. La psyché humaine est complètement programmée pour construire cette armure. C'est le seul moyen d'interagir avec le monde extérieur sans se faire dévorer tout cru, quoi. Exactement. Sauf que là où ça devient complètement vertigineux, c'est quand on ouvre les documents qu'on a étalés sur la table aujourd'hui. On a rassemblé une série de notes de profilage clinique, des rapports comportementaux super denses sur 3 individus précis. 3 personnes tirées de l'univers d'Évangélion qui sont littéralement liées par une tragédie commune. Un réseau de traumatismes, ouais. Grave. Et en lisant ces dossiers, on réalise que pour eux, le masque n'est plus du tout une simple armure de tous les jours. C'est devenu une prison étouffante, ou pire, une bombe à retardement psychologique. Mais attends, avant d'aller plus loin et d'ouvrir la première page, il faut absolument qu'on pose un cadre très clair. Un avertissement est super nécessaire ici. Ouais, vas-y, je t'écoute. L'exploration d'aujourd'hui va s'enfoncer très profondément dans les ténèbres de l'esprit humain. On va disséquer des traumatismes infantiles particulièrement lourds, des mécanismes de flashback complexes et ce que la psychanalyse appelle l'instinct de mort. Ah oui, c'est du lourd. Carrément. Donc si ce sont des sujets sensibles qui peuvent déclencher des traumatismes ou un syndrome de stress post-traumatique, c'est le moment idéal pour faire une pause et prendre un peu de distance. Et en plus, pour vraiment comprendre l'architecture de ces 3 esprits, on va devoir discuter d'éléments majeurs de l'intrigue, donc alerte spoiler maximale sur l'univers d'Evangelion, c'est la condition absolue pour déverrouiller cette analyse. Le cadre est posé. Le but de notre exploration aujourd'hui, ce n'est absolument pas de juger leurs actions sur le champ de bataille. L'objectif, c'est de décortiquer cette espèce de chambre des miroirs où leurs projections s'entrechoquent. On va analyser les dossiers de Shinji Ikari, 14 ans, Misato Katsuragi, 29 ans, et Ryoji Kaji, environ 30 ans. Alors plongeons directement dans l'œil du cyclone avec le premier dossier, Shinji Ikari. Ouais, 14 ans. Ce qui me saute immédiatement aux yeux en lisant ses rapports comportementaux, c'est son effacement physique. Tout dans son langage corporel crie « Ne me regardez pas ». Il se fait tout petit, quoi. C'est ça. Il marche en regardant constamment vers le bas, les épaules rentrées. Et puis il y a ce lecteur de musique, son fameux SDAT, avec les pistes qui tournent en boucle. Il s'en sert littéralement comme d'un mur en béton armé entre lui et le reste du monde. C'est un isolement sensoriel auto-imposé, complètement. Mais là où j'ai un peu de mal à suivre, c'est l'apparente contradiction de son comportement. D'un côté, il s'isole, et de l'autre, on note ce détail frappant. Il nettoie la maison de Misato de manière quasi obsessionnelle. Il fait la cuisine, il range tout. On pourrait facilement croire qu'il est juste passif, tu vois ? Le cliché de l'ado malléable. Exactement. Genre une sorte de poupée qu'on peut manipuler à l'envi. D'ailleurs, s'il déteste tellement piloter cet évangélion, ce qui est très clair dans le dossier, pourquoi est-il si docile ? Pourquoi dire oui à absolument tout ce que les adultes lui demandent de faire ? Ça n'a pas de sens de dire oui à ce qui nous terrifie le plus, non ? C'est justement là qu'on fait l'erreur la plus commune à son sujet. Le réduire à une simple victime apathique. Ce oui systématique qu'il prononce, ce n'est pas du tout de l'accord. Ah non. Et ce n'est certainement pas de la gentillesse, non. C'est un mécanisme de défense extrêmement brutal. C'est de la soumission pure. Attends, de la soumission comme stratégie de survie. Totalement. Et cette soumission est dictée par une terreur absolue, viscérale, d'être abandonné. Pour comprendre ça, il faut regarder la racine de son profil, la disparition traumatisante de sa mère, Yui, alors qu'il était très jeune, suivie immédiatement par le rejet glacial de son père, Gendo, qu'il a littéralement laissé derrière lui. L'horreur pour un gamin. C'est destructeur. L'esprit d'un enfant n'a pas les outils pour rationaliser l'abandon d'un parent. Alors il intériorise une fausse équation tragique, du genre « si mon père m'a jeté au loin, ce n'est pas parce que mon père a un problème, c'est parce que moi, je suis inutile, je ne sers à rien. » Je vois. Donc s'il se rend utile, il annule l'équation. C'est la logique tordue de son traumatisme, ouais. S'il pilote le robot, s'il obéit aux ordres sans broncher, peut-être, juste peut-être, qu'il aura le droit de rester. C'est hyper triste. Ouais. Et ce ménage obsessionnel dont tu parlais tout à l'heure, ce n'est pas l'acte bienveillant d'un adolescent qui veut faire plaisir. C'est un loyer émotionnel qu'il paye au quotidien. Un loyer émotionnel, waouh, c'est glaçant dit comme ça. Mais c'est exactement ça. Il achète son droit d'exister dans l'espace des autres. Il se comporte comme un invité qui a constamment peur d'avoir dépassé la limite de son accueil. Il marche sur des œufs en permanence en fait.
Grave. Il a tellement peur qu'on le jette dehors qu'il devance les attentes, il se rend indispensable en faisant la cuisine et le ménage pour ne donner à personne l'excuse ou l'opportunité de l'abandonner à nouveau. C'est pour ça qu'il y a un gouffre aussi gigantesque entre ce qu'il dit et ce qu'il pense vraiment. Il y a cette citation extraite de ses monologues intérieurs dans le dossier qui revient en boucle comme un mantra terrifié. « Je suis là, je dois être là ». Ouais. Il n'y a aucune conviction là-dedans, juste de la panique. C'est l'angoisse pure de la désintégration psychologique. C'est là qu'on touche à un concept crucial en analyse, le thanatos passif. Le thanatos, tu peux développer un peu le mécanisme derrière ça? C'est l'instinct de mort, c'est ça? Ouais, chez Freud, l'instinct de vie c'est l'éros et l'instinct de mort c'est le thanatos. Sauf que dans le cas de Shinji, c'est passif. Il n'a pas de pulsion suicidaire active. Il ne veut pas s'infliger de mal physique délibéré. Il veut juste disparaître. Exactement. Il veut juste s'évaporer. Il voudrait cesser d'exister, devenir transparent, parce que la pression constante de maintenir cette illusion d'utilité est insoutenable pour lui. Et ça me fait penser à ce concept central de la série, le fameux Etty Field, ce champ de force absolue. Jusqu'à présent, je le voyais surtout comme un bouclier de science-fiction, tu vois, une barrière énergétique contre les anges. Mais à travers ce prisme psychologique, ça prend une toute autre dimension, non ? Totalement. Si on applique une lentille jungienne au dossier, l'Etty Field est la métaphore parfaite de son architecture mentale. Selon Carl Jung, nous avons tous une persona, le masque social qu'on présente au monde, et une ombre, les parties de nous qu'on cache ou qu'on rejette. D'accord. Donc l'Etty Field, L'Etty Field de Shinji, ce n'est pas juste un champ de force physique, c'est la frontière désespérée, hyper rigide, entre sa persona, le héros obéissant qu'on le force à être, et son ombre, le petit garçon terrifié de 14 ans qui pleure dans le noir. Si l'Etty Field s'effondre, c'est son identité entière qui se dissout. Ah ouais, je comprends beaucoup mieux l'enjeu psychologique maintenant. Et c'est là que le dossier devient encore plus fascinant. Parce que cet enfant terrifié cherche désespérément un repère, un adulte pour le guider. Et chez qui atterrit-il pour vivre sa folie ? Chez Misato Katsuragi, 29 ans. La dynamique entre eux est l'une des plus complexes à analyser. Franchement, le contraste qu'elle présente en surface est d'une violence inouïe. D'un côté, au quartier général de la Nerve, c'est la commandante tactique impitoyable. Droite, autoritaire dans sa veste rouge, capable d'envoyer des ados au front avec un sang-froid impressionnant. Une vraie leader, en apparence. C'est ça. Mais de l'autre côté, on regarde les notes sur son espace personnel et son appartement est une véritable décharge à ciel ouvert. Une mer de canettes de bière vides, des vêtements éparpillés partout, le frigo rempli d'alcool. Elle conduit sa voiture comme une folle furieuse, au mépris de toutes les règles. C'est le chaos total. Grave. En lisant ça rapidement, on pourrait très facilement se dire « Bon, c'est la pression du boulot ». Elle gère la fin du monde le jour, donc le soir, elle compense, elle cherche l'adrénaline, ou elle incarne juste ce cliché un peu anime de la grande sœur fêtarde. C'est juste une soupape de décompression, non ? Il faut absolument réfuter cette idée. C'est une erreur de diagnostic total. Ah bon ? C'est pas juste pour décompresser. Ce n'est absolument pas de l'amusement. C'est, encore une fois, le Thanatos en action, mais de manière beaucoup plus insidieuse et active que chez Shinji. Misato n'essaie pas de s'amuser. Elle amincit délibérément sa propre vie. Attends, comment ça ? Elle amincit sa vie par l'alcool ? L'alcool est le symptôme parfait. En psychanalyse, on parlerait de fixation orale. La fixation orale, c'est quand on reste bloqué à un stade de développement infantile, un truc comme ça ? C'est l'idée. Quand un traumatisme est trop lourd ou que le besoin de réconfort maternel n'est pas assouvi, la psyché peut régresser. Le fait de porter frénétiquement quelque chose à sa bouche, que ce soit la nourriture, la cigarette ou ici des quantités industrielles de bière, c'est une tentative inconsciente de se nourrir d'une sécurité qui a disparu. Ouf, c'est lourd. Ouais. Misato utilise l'alcool pour engourdir une douleur intolérable, pour brouiller ses propres frontières mentales. Et quand elle conduit de manière suicidaire, ce n'est pas pour l'adrénaline. C'est pourquoi alors ? C'est pour remettre la décision de vivre ou de mourir entre les mains du hasard. Elle est tellement rongée par la culpabilité d'être en vie qu'elle s'en remet à la roulette russe sur l'autoroute. Ce qui nous ramène irrémédiablement à l'événement fondateur de son dossier, le second impact. C'est là que tout s'est fracturé. Le traumatisme originel, ouais. Lors de ce cataclysme mondial, son père, qui était un chercheur obsédé par son travail et un homme extrêmement distant qu'elle détestait presque, l'a poussée dans une capsule de sauvetage. Il l'a sauvée au dernier moment. Il s'est sacrifié pour qu'elle puisse vivre, pendant que lui mourait dans l'explosion. Et dans l'esprit d'une enfant, ça crée un court-circuit émotionnel massif, j'imagine. Un court-circuit permanent.
À cet instant précis, l'acte ultime de l'amour paternel, donner sa vie pour sauver sa fille, s'est confondu à tout jamais avec l'acte ultime de l'abandon, la laisser seule au monde. C'est terrible. Dans sa neurologie, amour et perte sont devenus complètement indissociables. Aimer quelqu'un, pour Misato, c'est la garantie absolue d'être détruite. C'est pour ça que s'isole dans cette montagne de déchets et de bière. En fait, elle prépare le terrain de la perte. Waouh! Donc, en sabotant sa vie de tous les jours, en la rendant volontairement chaotique et misérable, elle paye d'avance le coût émotionnel de la prochaine catastrophe. Genre, vous ne pouvez rien m'enlever, j'ai déjà tout détruit. Exactement, elle se prémunit contre la douleur de perdre quoi que ce soit de précieux en refusant de construire quoi que ce soit en dehors de son travail à la nerve. Mais c'est d'une tragédie absolue quand on regarde sa relation avec Shinji, parce qu'elle l'accueille sous son toit, elle essaie d'être une figure maternelle, mais si elle est incapable d'aimer sans y voir la mort, comment elle peut s'occuper de lui ? Le drame, c'est qu'elle ne voit pas le vrai Shinji, elle ne voit pas cet adolescent tétanisé. Elle projette massivement sur lui. Ce qu'elle regarde, c'est l'enfant brisé qu'elle a elle-même été lors du second impact. Elle essaie de se réparer à travers lui. Tout à fait. Elle se dit inconsciemment que si elle parvient à forcer Shinji à se lever, à monter dans le robot, à affronter l'horreur et à survivre, alors d'une manière incroyablement tordue, elle sauvera son propre passé. Elle impose à ce pauvre gamin de 14 ans la responsabilité gigantesque de guérir la petite fille traumatisée qui hurle au fond d'elle-même. C'est ouf! C'est pour ça qu'elle oscille constamment entre la grande sœur chaleureuse et la commandante militaire implacable. Il y a d'ailleurs cette phrase dans ses notes personnelles qui me donne des frissons à chaque lecture. « Je bois pour oublier, mais je me souviens de tout. » Tout est dit, quoi. Le masque de l'adulte fonctionnel craque de partout et la bière n'est qu'un pansement inefficace sur une hémorragie. Et c'est dans ce duo hyper instable au bord de l'effondrement qu'entre le troisième profil, l'élément perturbateur par excellence. Ryoji Keiji, le seul des trois qui, en lisant la surface du dossier, donne l'impression d'être un adulte véritablement fini. Mais quel festival de contradictions, hein. Le type est inspecteur spécial à la nerve, mais on découvre qu'il est en fait un espion triple. Rien de ça. Ouais, il travaille secrètement pour le gouvernement japonais et en même temps pour l'organisation occulte de SEAL. Il a la trentaine. Il affiche toujours ce sourire en coin, ultra désarmant, sauf quand on zoome sur ses yeux, qui, eux, restent d'une froideur perçante. Et il fume constamment. Ce n'est pas une simple addiction à la nicotine, d'ailleurs. Non, le rapport indique qu'il fume pour acheter du temps de réflexion. Chaque bouffée est un calcul. Mais le détail qui me fascine le plus, l'élément le plus absurde de tout son profil, c'est son hobby. Les pastèques. Oui, en fait. On est au cœur du Géofront, une forteresse souterraine militarisée. Sous la menace constante de l'apocalypse, l'humanité est sur le point d'être effacée, et ce type cultive mystérieusement un champ de pastèques. C'est tellement en décalage que ça donne vraiment l'impression qu'il est juste le cliché ultime du mentor cool, tu sais. Le type intouchable. Voilà, le type insaisissable, qui a tout vu, tout compris, et qui a toujours 10 coups d'avance sur tout le monde. C'est juste de la bravade, non ? Réduire Kaji à un trope narratif de mentor cool ou à de la bravade cynique, c'est passer complètement à côté de l'architecture de sa psyché. S'il dégage cette légèreté troublante, cette impression de flotter au-dessus du drame ambiant, ce n'est pas parce qu'il se croit invincible, bien au contraire. Ah ouais ? Pourquoi alors ? C'est parce qu'il a déjà accepté sa propre mort. Attends, il sait qu'il va mourir et ça le rend zen. Son calme absolu, c'est celui d'un homme qui a intégré sa propre condamnation et qui a réalisé qu'il n'a plus rien à perdre. Faisons le parallèle, tu vois. Shinji veut disparaître pour fuir la douleur. Misato fuit la mort tout en la courtisant dans sa voiture. Kaji, lui, regarde la mort en face, il l'accepte comme un fait accompli et il utilise cette fin inéluctable comme un outil d'action. D'où les pastèques. Ce n'est pas juste une excentricité scénaristique pour faire sourire. Pas du tout. C'est le mécanisme psychologique de la sublimation poussé à son paroxysme. Pense à ce qu'il fait. Voici un homme dont l'espérance de vie se compte en semaines, voire en jours. Avec son triple jeu, c'est clair. Ouais, il marche en équilibre sur un fil barbelé entre les organisations les plus meurtrières et paranoïaques de la planète. Et que choisit-il de faire de ce temps compté ? Il enfonce ses mains dans la terre pour faire pousser des fruits gorgés d'eau. Cultiver ses pastèques, pour un homme condamné, c'est un acte de rébellion silencieuse et vitale face au néant. Il choisit délibérément de donner la vie à la terre justement parce qu'il sait pertinemment qu'il va bientôt la quitter. C'est brillant en fait. Ça lui donne une stature archétypale très forte. Dans l'analyse jungienne qu'on a sous les yeux, les profileurs le définissent avec 2 termes fascinants, le trickster et le psychopompe. Des concepts clés, oui. Tu peux nous décoder comment ces 2 concepts fonctionnent chez lui ?
Le trickster, je vois l'idée de l'illusionniste, du filou. Ouais, le trickster, le décepteur. Mais il est crucial de comprendre que le trickster ne ment pas par malice pure ou pour le plaisir de la tromperie. Il évolue en dehors des règles rigides du système précisément pour en révéler les failles béantes. Kenji ment en permanence à absolument tout le monde. À la nerve, à cils. Exactement. Il ment même à Misato qu'il aime, mais ces mensonges ne sont pas des fins en soi, ce sont des coquilles, des véhicules d'apparence inoffensive conçus pour abriter et transporter clandestinement une vérité mortelle. La vérité est au bout du mensonge. C'est sa phrase fétiche dans le dossier. Il assume totalement sa part d'ombre. Et le psychopompe alors? C'est quoi la mécanique derrière ce mot? Un psychopompe, dans la mythologie, c'est l'entité qui guide les âmes des morts vers l'au-delà. Pense à Charon sur le fleuve Styx, genre. Ok, le passeur. Voilà. Dans le contexte psychologique de Kenji, il joue le rôle de guide pour les âmes perdues de Shinji et Misato. Il les guide à travers leur propre mort psychologique, la perte de leurs illusions. Et c'est là que l'analyse devient explosive. Parce que quand on prend ces trois profils et qu'on les enferme ensemble dans cette chambre des miroirs, on observe des réactions en chaîne incroyables. La dynamique triangulaire entre eux est le cœur du réacteur de ces notes cliniques. Absolument, parce que Kenji est la seule variable stable de l'équation. Quand Misato regarde Kenji, que voit-elle d'après toi, Sam? Eh bien, avec ce qu'on a dit sur le second impact, elle voit son père. C'est inévitable. Elle voit le fantôme de ce père qui s'est sacrifié. Kenji est protecteur, il est désinvolte, mais surtout il est insaisissable. Il creuse des secrets qui le dépassent et qui vont finir par le faire tuer. Exactement comme le père de Misato. C'est le miroir parfait. Et c'est là que la névrose de Misato s'active à plein régime. Elle est terrifiée parce qu'elle est profondément amoureuse de Kenji. Mais souviens-toi de sa règle interne, amour égale abandon et mort. Donc, elle est piégée dans une boucle. Elle l'attire désespérément parce qu'elle l'aime, et dès qu'il est trop près, elle le repousse avec violence, pour se protéger. C'est ce que la psychanalyse appelle la compulsion de répétition. Elle rejoue encore et encore le traumatisme originel de son enfance, en espérant secrètement que cette fois-ci l'issue sera différente, que cette fois-ci l'homme qu'elle aime ne mourra pas pour elle. Et pendant ce temps-là, on a Shinji qui observe tout ça en silence. Le gamin absorbe tout. Il regarde Kenji arroser ses pastèques. Il l'écoute lui parler sans jamais lui hurler dessus, sans jamais exiger qu'il monte dans le robot. Une approche totalement inédite pour Shinji. Grave. Pour Shinji, avec son instinct d'enfant du WC, il sent très bien que Misato porte un masque qui se fissure, qu'elle est aussi paumée et effrayée que lui. Donc Kenji devient la seule incarnation d'un adulte fonctionnel dans son champ de vision. Et c'est ici qu'intervient le coup de génie absolu de Kenji, ce qui le place psychologiquement au-dessus de l'échiquier. Il sait très bien qu'il est observé. Il a une conscience aiguë des projections massives dont il est l'objet. Il voit clair dans leur jeu. Totalement. Il a compris que Misato se bat avec le spectre paternel à travers lui. Il a vu que Shinji cherche désespérément une boussole morale, un modèle à suivre aveuglément. Et Kenji agit délibérément en fonction de ses observations. Mais au lieu de donner à Shinji ce que le garçon réclame, c'est-à-dire une direction claire, des ordres précis qui le soulageraient enfin du poids écrasant de la décision, Kenji fait l'inverse. Il ne lui donne aucune réponse. Jamais, ouais. Il l'amène dans son champ, il lui montre les pastèques poussant dans la terre et il lui pose des questions. Il lui décrit l'horreur de la situation mondiale et lui demande simplement « Toi, qu'est-ce que tu comptes faire ?» Une question redoutable. Ça doit rendre Shinji fou. Pourquoi il fait ça? Est-ce que ce n'est pas juste d'une cruauté immense de laisser ce gamin patauger dans ses doutes alors qu'il suffirait d'un mot pour le rassurer? Ce n'est pas de la cruauté en fait. C'est l'acte thérapeutique le plus profond du dossier. Si Kenji donnait une réponse toute faite, s'il disait « fais ceci, pilote cela », que se passerait-il? Shinji obéirait, j'imagine. Ouais, il retournerait instantanément dans son mécanisme de soumission. Il dirait « oui, monsieur Kenji, je vais le faire », en se cachant derrière l'autorité d'un autre. Donner une réponse à Shinji, ce serait l'amputer de son libre arbitre. Ah, en le forçant à trouver sa propre réponse, il lui coupe toute possibilité de se défausser de sa responsabilité. Il sème des graines, au sens propre dans la terre, et au sens figuré dans le cerveau de Shinji. Et dans celui de Misato aussi. Kenji prépare le terrain de sa propre absence. Il sait que sa mort imminente sera le catalyseur ultime. C'est là qu'intervient le concept alchimique du Nigredo, l'œuvre noire. Attends, le Nigredo. Chut. On parle d'alchimie là, comment ça s'applique à la psychologie de Misato? En alchimie, le Nigredo est la phase de putréfaction. C'est le moment où la matière doit entièrement se décomposer, noircir, avant de pouvoir être purifiée et transformée en or.
En termes de psychologie analytique, c'est l'effondrement terrifiant de l'ego. La destruction des masques, Voilà, c'est le moment où toutes tes illusions explosent, tes masques sont arrachés, et tu te retrouves nu, forcé de regarder le vide et tes propres ténèbres en face. La disparition de Kaji est l'événement qui va arracher le masque de commandante de Misato, la forçant à affronter son Nigredo. Elle ne pourra plus se cacher derrière l'alcool ou l'autorité martiale. et pour Shinji, la perte de son seul repère adulte va déclencher sa prise de décision finale. C'est le sacrifice conscient du psychopompe. Kaji s'efface pour laisser les âmes qu'il guidait trouver leur propre chemin, même si ce chemin passe par la destruction. C'est exactement ça, la boucle est bouclée. C'est d'une tristesse infinie de voir ces rouages tourner, mais ça soulève une pensée vertigineuse quand on referme ces dossiers. Si on observe bien la dynamique de ce triangle, il y a un fait incontournable. Lequel ? La seule personne de ce groupe qui était véritablement libre de ses choix, qui n'était pas prisonnière de ses propres défenses, c'est l'homme qui avait déjà accepté sa propre mort. Ça pose une question terrifiante sur ce que signifie vraiment le mot survivre. Est-ce que la véritable liberté psychologique, la vraie capacité à agir pour soi et pour les autres sans le poids écrasant de nos peurs, nécessite en fait de mourir un peu à soi-même avant même que la fin n'arrive ?